On parle à peu près de 150 000 cas de personnes blessées au ski. Ce qui arrive le plus souvent, c'est AVS avec Philippe Robichon. AVS, à vos skis, tiens, c'est la saison. On va parler des blessures des sports d'hiver aujourd'hui avec Ibtissem Belmandani. Bonjour Ibtissem. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Voilà, vous êtes masseur kinésithérapeute libéral et vous avez décidé de nous préparer pour aller au ski et pour éviter les blessures. Bien trop souvent, quand on va au ski, on arrive, on est crevé, on a une semaine et 2 minutes après, on est sur les skis, on saute dans les skis et c'est là qu'arrivent les accidents. Alors, on va faire de la prévention ce matin. Comment bien se préparer pour physiquement aller au ski, même si on est un peu en retard quand même. La préparation, elle se fait un peu plus avant. C'est ça. Tout à fait. Normalement, elle doit se faire à peu près un mois et demi avant de partir, histoire que tout soit bien en place. Seulement, c'est vrai que ça arrive beaucoup que les gens partent au ski sans s'être préparés spécialement. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même la possibilité de skier sans se blesser, sans s'être préparé pour ceux qui sont retardataires. Mais si on est naturellement sportif et régulièrement sportif, est-ce que finalement, on peut aller au ski sans avoir à se préparer ? Oui et non. Oui, parce que ça dépend le sport qu'on pratique. Si on pratique un sport qui est assez global et qui prépare tous les muscles, effectivement, alors là, il n'y a pas forcément nécessité. Par contre, si on fait un sport très spécifique et qu'on va skier, on ne sollicite pas exactement les mêmes muscles que lorsque on skie. Alors, on ne va pas vous faire peur, mais les blessures de ski, les accidents en sport d'hiver sont assez fréquentes. Oui, c'est ça. Très souvent, en fait, on parle à peu près de 150 000 cas de personnes blessées au ski. Donc, c'est très souvent, ça arrive souvent. Alors, ensuite, au niveau des blessures, ce qui arrive le plus souvent, c'est les entorses de genoux, notamment. Ensuite, les entorses de cheville. Et puis après, vous pouvez avoir des fractures, c'est un peu moins courant. D'autres problématiques au niveau des épaules, des entorses, luxations au niveau des épaules, et puis des traumas au niveau du rachis également. Donc la blessure la plus fréquente, c'est l'entorse du genou. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qu'une entorse ? Alors, une entorse, c'est quand les ligaments qui sont censés nous protéger au niveau de la stabilisation d'une articulation sont atteints et qui sont soit étirés, soit rompus. Voilà, donc la place de l'articulation qui est censée être bien emboîtée, en fait, n'est plus suffisamment emboîtée et stable. Quel est le mécanisme de la survenue d'une entorse ? Ça se passe comment ? C'est quand on est en train de tourner ? C'est quand on est... Alors, ça peut être aussi bien dans tous les plans. C'est-à-dire que ça peut être de face, sur les côtés, en rotation. Alors, concernant le genou spécifiquement, on peut souvent se faire une entorse lors d'une rotation en flexion. Par exemple, dans le touchous, on est en train de descendre la piste et puis on se loupe et on tombe sur le côté. Et souvent, c'est quand le genou qui est sur le dessus, donc on tombe par exemple sur la fesse droite, ça va plutôt être le genou à gauche qui va subir l'entorse. Parce que c'est le ligament latéral, ligament croisé antérieur qui va être atteint sur le genou gauche. Bien, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Quand on a eu l'entorse ou avant ? Non, d'abord, une fois qu'on a l'entorse, ça prend... Alors, une fois qu'on a l'entorse, en général, il faut pas bouger. Il faut attendre si on se relève et qu'on voit qu'on a une instabilité ou si on a entendu un craquement au moment de la chute, on bouge pas et puis on vient être récupéré, élytroyer si nécessaire ou voilà, en tout cas, emporter jusqu'à l'infirmerie et après faire les bilans qui sont nécessaires. Alors c'est très important, et on le verra ce matin, de bien la traiter, parce que si on ne la prend pas bien en charge, elle laisse des séquelles. Oui, tout à fait. Surtout à la première, voilà, que ce soit entorse du genou, entorse de cheville, on traite dès la première fois, parce que sinon, effectivement, c'est répété. Et puis, on fait bien sa rééducation, parce que on a tendance à faire les premières séances, allez, on va dire, au bout d'une dizaine de séances, les gens vont se lasser. Alors qu'en fait, il faut aller chercher plus profondément comment ça se fait qu'on a eu cette entorse. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été bien préparée ou est-ce que c'est parce que on avait déjà antérieurement une fragilité ? Et là, dans ce cas-là, il faut vraiment faire une rééducation un peu plus longue. Parce que les entorses sur les endroits n'arrivent pas par hasard finalement. Non, ça arrive pas par hasard. Ça arrive parce que à la base on a une petite instabilité qui est là, qui est latente, ou bien parce que déjà on a été sédentaire, ou parce que on a des muscles qui sont pas bien renforcés
au niveau profond. Comme vous savez, on a une musculature qui est superficielle, celle qui nous permet d'avoir de la force au quotidien, et on a une musculature qui est plus profonde, qui nous permet d'avoir un bon tonus postural et nous permet d'être en équilibre. Et lorsqu'on n'est pas bien en équilibre, même si on est plutôt fort musculairement, on peut subir ce genre de tracas. La genouillère, ça nous aide à prévenir l'entorse ou pas du tout? Au contraire, en fait. Alors, c'est-à-dire que si on porte une genouillère ou une minerve ou une chevillère, par exemple, pour la cheville aussi, alors qu'on n'a pas de problématique spéciale et qu'on sent juste une douleur et qu'on ne fait pas plutôt une rééducation, on affaiblit plus qu'on ne renforce une articulation et des muscles. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est attelle et objet qui compense une capacité qu'on devrait avoir naturellement nous amène en fait à devenir de plus en plus faible au niveau de la stabilité d'une articulation et au niveau de la force musculaire. Alors, une autre blessure qui est fréquente au ski, c'est ce qu'on appelle la rupture du ligament croisé. C'est ça. Alors ça, c'est la blessure de ski typique. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, en fait, les ligaments croisés, c'est les ligaments qui permettent de stabiliser le genou au niveau antéro-postérieur et au niveau des rotations du genou droite-gauche. Donc, ces ligaments, ils se croisent comme, je dirais, on va imaginer, alors, deux tubes. On a le fémur au niveau de la cuisse. Au niveau de la jambe, on a le tibia, qui est le plus grand os de la jambe. Et au milieu, on a deux petits plateaux, deux petites assiettes qu'on appelle les ménisques, qui sont arrondis. Et au milieu, qui se croisent comme deux pailles. Pour stabiliser tout ça, on a les ligaments croisés, le postéro-interne, ligament croisé postéro-externe, et ligament croisé, les extéro, postéro, machin. Ligament croisé antéro-externe. Et c'est le ligament croisé antéro-externe qui est le plus souvent touché, parce que dans la manière de chuter, c'est lui qui est le plus souvent étiré et qui lui est le plus fort pour normalement nous stabiliser. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on emploie le terme rupture du ligament croisé ? Parce que initialement, si l'entorse n'est pas très importante, il va y avoir un étirement de ce muscle. Sauf que les ligaments, en fait, c'est pas des ressorts actifs comme les muscles. Ça ne fait pas aller-retour. Ça peut faire aller-retour, mais c'est passif. Et du coup, quand c'est trop étiré, que l'aller il a été trop long, trop loin, à ce moment-là, ça rompt. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour réparer nos ligaments croisés ? Alors, si c'est rompu partiellement, ça peut cicatriser, mais si c'est rompu totalement, il va falloir une intervention chirurgicale. D'accord, donc il ne faut pas toujours opérer ? Non, il ne faut pas toujours opérer, notamment dans le cas de personnes qui ont quand même un potentiel à vite récupérer et facilement récupérer du muscle. Les muscles compenseront la faiblesse ligamentaire parce que les muscles sont des ressorts actifs et les ressorts actifs sont suffisants pour stabiliser une articulation. Mais si c'est une personne qui a déjà une musculature qui est assez faible, à ce moment-là, même si c'est partiellement rompu au niveau du ligament, on optera plutôt pour une chirurgie. Et si c'est dans le cas, par exemple, d'un sportif qui fait, par exemple, de la compétition ou qui est quand même très actif, quelqu'un qui marche beaucoup, etc., on prendra quand même le soin de subir une intervention chirurgicale. Et ensuite, donc, il y a une rééducation ? Voilà, la rééducation, en fait, si c'est dans le cas d'une chirurgie, elle va durer, il faut compter bien 6 mois pour se rétablir totalement. Donc, plutôt éviter, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un qui a justement eu cette rupture de ligament croisé, ensuite peut refaire du sport, peut reskier et peut refaire du sport à haut niveau ? Oui, alors dans la condition où elle fait tout le protocole de soins complets et qu'elle respecte les étapes du protocole. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui va faire sa rééducation mais qui au bout de 10 séances va se lasser et va se dire bon c'est bon j'arrive à marcher et qui arrive à monter, descendre un escalier que ça lui suffit, finalement il risque derrière de se retrouver à avoir des répétitions de blessures. Par contre, si le protocole est bien suivi, que la rééducation est prise en charge sur du long terme, à ce moment-là, oui, on peut reprendre du sport. Est-ce que c'est une blessure qui intervient indifféremment chez les hommes ou chez les femmes, ou c'est plus fréquent chez les hommes ? C'est plus fréquent chez les femmes parce que les femmes, elles ont tendance à être plus laxes que les hommes. C'est-à-dire que nos ligaments... Plus laxes. Ça fait un peu laxatif. Hein, C'est-à-dire que en fait, les ligaments des femmes sont plus souples que les ligaments des hommes et on a tendance à être plus facilement capable de s'étirer qu'un homme, et notamment la musculature des jambes au niveau des jambes et des cuisses pour les hommes est plus importante et plus stable, plus forte que celle des membres inférieurs d'une femme.
Donc l'axe, c'est être souple, ça c'est une forme de souplesse. C'est une forme de souplesse dans l'articulation. D'accord. Voilà. Et donc finalement, dans ces cas-là, le fait d'être plus souple vous conditionne à plus et favorise la survenue d'incidents. De blessures, ouais, oui, c'est ça. oui. Oui, si autour de l'articulation, les muscles ne sont pas compensateurs d'une faiblesse ou d'une hyperlaxité ligamentaire. Quelles sont les autres donc blessures auxquelles on est sujet donc dans la partie inférieure du corps? Alors au ski, à part le genou, ouais. À part le genou, il y a l'entorse de cheville. Notamment surtout l'entorse externe de cheville, parce que le pied il a tendance à vriller vers l'intérieur, et c'est les ligaments à l'extérieur de la cheville qui peuvent être étirés et aussi qui peuvent être rompus. Et si c'est une rupture, c'est pareil, il y aura nécessité d'une chirurgie. Alors comme on a plus de ligaments, ça dépend si tous les ligaments ont été touchés ou pas. S'il y a juste une partie de ligament qui a été touchée, c'est pareil. Il n'y aura pas forcément nécessité d'intervention, mais par contre, une rééducation très importante pour que les muscles fassent le travail à la place des ligaments. Alors c'est fréquent, hein, là aussi, l'entorse des chevilles est très fréquente. Oui. On dit qu'il y a des gens qui sont plus sujets que d'autres à faire des entorses et à faire des entorses à répétition. Pourquoi ? Notamment parce que ça va être des personnes qui ont fait une première entorse mais qui ne l'ont pas traitée correctement, ou ça va être des personnes qui sont peut-être grandes et qui ne travaillent pas leurs muscles profonds. Pourquoi la grandeur est un facteur ? Parce que quand on est très grand, on a plus de bras de levier, un peu comme si vous compariez un petit arbuste avec un grand arbre, un eucalyptus par exemple. L'eucalyptus est beaucoup plus flexible et sujet à bouger par rapport au vent. Et c'est pareil pour l'adulte par rapport à l'enfant ou par rapport à quelqu'un qui est de très grande taille. On a beaucoup plus d'ébattements à être flexible qu'une personne plus petite. Ce qui veut dire que les grands de taille... plus de risques d'avoir des blessures. Et de faire des entorses à la cheville. Oui. Pour les chaussures, donc vous conseillez qu'on serre à fond. Au niveau des chaussures de ski ? Ouais, parce que souvent on a tendance à serrer au maximum les chaussures de ski. Alors, c'est vrai que c'est recommandé. Est-ce que si vous serrez au maximum, ça protège mieux votre cheville ? Alors, oui et non, parce que il faut pas non plus trop serrer, du fait qu'avec l'effort physique, il y a une dilatation vasculaire qui se fait et on a tendance à avoir le pied et le mollet qui gonfle. Donc, si c'est déjà serré avant même que c'est gonflé, il y a un risque quand même d'avoir un problème au niveau circulatoire et puis de ne pas se sentir à l'aise. Donc, il y a quand même un certain maintien qu'il faut avoir. De toute façon, vous avez les loueurs, etc., qui vous donnent conseils et qui vous expliquent comment faire. Donc, prenez le temps. On n'est pas toujours très à l'aise dans des chaussures de ski. Prenez le temps la première fois où vous arrivez sur les pistes et vous louez votre matériel, de prendre conseil et quand même auprès des loueurs, auprès de l'office du tourisme, auprès de toutes les personnes, des gens en bas des pistes pour savoir comment régler votre matériel et quel matériel vous devez prendre. Ouais, et là aussi, est-ce qu'une chevillère, ça peut protéger efficacement une cheville ? Au moment de la période de ski ? Alors, si on sent qu'on a une fragilité, oui, ça peut être utile. Par contre, il faut faire attention parce que forcément, la chaussure, on ne va pas la serrer de la même manière que de l'autre côté, on n'en porte pas. Et ça peut porter préjudice dans le sens où, au niveau proprioception, c'est-à-dire au niveau de notre ressenti de notre corps, au niveau des pieds, on ne va pas se ressentir pareil des deux côtés puisqu'on aura une chevillère, on aura la chaussette et de l'autre côté, on aura juste la chaussette. Donc, ça va déstabiliser un membre inférieur par rapport à l'autre et du coup, déstabiliser les équilibres qu'on a naturellement. Si la chevillère, on n'avait pas besoin de la porter avant d'aller faire du ski, à ce moment-là, il vaut mieux pas la porter au moment du ski parce que ça peut déséquilibrer les appuis. Voilà, on parle des blessures qui arrivent au ski et au moyen de se préparer physiquement avant d'y aller avec Ibtissem Belmadani qui est avec nous. Je rappelle Ibtissem que vous êtes masseur kinésithérapeute libérale et que je vous ai stressé ce matin. C'est ça, vous m'avez stressé, Philippe. Mais c'est ça, moi, dès qu'on me parle de ski, ça me stresse d'ailleurs. Pourquoi vous n'avez pas ski ? De moins en moins, finalement. Ah. Avant, j'adorais ça. Maintenant, j'aime bien aller faire de la marche, de faire des raquettes. Voilà, d'aller faire de la marche en montagne, mais le ski moins peut-être. Alors les blessures aussi, on l'a vu, sont vraiment fréquentes, mais c'est pas parce qu'on fait de la raquette justement ou qu'on fait du ski de fond tout ça qu'on ne se blesse pas. Attention, oui. Parce qu'aujourd'hui il y a le ski, mais il y a la luge, il y a le snowboard, il y a tous ces accidents qui sont liés à des
Tout à fait. Même si c'est les blessures de ski qui sont les plus courantes, on peut très bien se faire mal en luge. D'ailleurs, c'est une blessure connue aussi au niveau de l'épaule. On peut se faire une luxation d'épaule, notamment sur la luge, parce qu'on va chuter et on va tomber comme ça sur le côté. Ou bien il peut y avoir aussi des fractures de poignet, des entorses. Voilà. Alors, on a commencé à voir les blessures qui sont les plus fréquentes, qui sont dans les membres inférieurs du corps. On a vu les genoux les chevilles. Est-ce qu'il y a d'autres parties du bas du corps qui sont sujettes aux blessures ? La hanche ? La hanche, oui. Puisqu'on a la jambe, enfin le pied, la cheville qui est maintenue. Lorsqu'on va chuter, si on est à grande vitesse et qu'on ne fait pas attention, on peut très bien, au moment de la chute, se taper sur un des côtés au niveau du col fémoral. Donc il y a le risque de fracture du col, il y a le risque d'entorse aussi à ce niveau-là. C'est moins courant parce qu'on est quand même bien enrobé dans cette zone-là, on a quand même pas mal de muscles sur cette zone, donc ça préserve quand même en profondeur l'articulation. Contrairement au genou et à la cheville. Oui, il y a moins de gras. Voilà. Alors, il y a d'autres parties du corps auxquelles on pense moins, peut-être, le pouce notamment. Oui. Surtout pour les personnes qui prennent des bâtons, des piquets pour skier. Alors il y a la position où on prend le bâton comme ça, comme les bâtons de randonnée. Alors, et en fait le planter. Ouais. Alors oui, donc on prend comme le Playmobil comme ça à la verticale et le planter de bâton. On peut très bien à un moment donné planter son bâton et que le bâton reste planté parce que la neige est trop dure ou que on s'est loupé sur son virage et à ce moment-là c'est souvent l'articulation métacarpophalangienne du pouce qui va être atteinte et notamment le ligament latéral interne du pouce. Voilà. Donc dans ces cas-là, c'est très fréquent. C'est fréquent. Ouais. C'est fréquent, moins fréquent que les membres inférieurs, mais ça arrive régulièrement. Mais on le sent ou pas ? Ça fait très mal. Ouais. Ça fait très très mal parce qu'en fait le pouce on s'en sert beaucoup. En fait c'est un des piliers pour pouvoir prendre pouce index. C'est ce qui nous permet de l'appréhension, un stylo, une feuille, enfin n'importe quoi, les clés. C'est avec le pouce qu'on peut prendre. Voilà, donc si on est atteint au niveau du pouce, finalement, on est vraiment très très limité au niveau de l'appréhension. Donc les gants vous protègent pas dans ces cas-là ? Non, les gants protègent pas. Il y a rien qui protège finalement au niveau des mains. On peut mettre des protèges poignets. Des gants avec une coque ici qui au niveau de la partie du pouce, face interne palmaire du pouce qui préserve cette coque au niveau de la coque. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la préhension, c'est pas très pratique de prendre avec quelque chose à l'intérieur qui soit rigide dans la main. D'accord. Ça se soigne comment ensuite ? Ça se soigne par de la rééducation, donc massage. On peut glacer si c'est gonflé pour que ça puisse dégonfler. Et puis après, en fonction de la gravité de l'entorse au niveau du ligament, ce sera soit juste de la rééducation, soit pareil une intervention pour recoller le ligament qui s'est rompu. On récupère bien des doigts ? On récupère bien des doigts, moins bien qu'une articulation plus forte, plus grande, parce que parce que ce sont des articulations très petites, très fines, et donc du coup les ligaments pareil sont tout petits et beaucoup plus compliqués à rééduquer, et notamment parce que ce sont des articulations qui sont suspendues. Les articulations des doigts et les articulations des orteils sont des articulations qui sont suspendues, ce ne sont pas des articulations qui sont maintenues par le tronc, donc plus compliqué à rééduquer. Quelles autres parties du corps sont très exposées aux blessures ? Ensuite, après le... Alors, il y a les bras, parce qu'on oui, il y a la fracture du poignet qui arrive très souvent. Ouais. Fracture du poignet. C'est pas si grave que ça, mais ça demande pareil, ça fait mal à la rééducation parce que pareil, c'est suspendu. Après, il y a la fracture des avant-bras. L'entorse au niveau du coude également, et puis il y a la luxation de l'épaule, luxation de clavicule, luxation de l'humérus par rapport à l'omoplate, et ça c'est pareil, il va falloir faire une rééducation assez longue parce qu'en fait l'épaule c'est un complexe articulaire, ce n'est pas juste une articulation, il y a plusieurs articulations, notamment 5, et il faut pouvoir rééduquer toute la partie épaule, cou, tête et dos pour pouvoir se rétablir complètement. Est-ce qu'avec l'âge on est plus fragile ? Ou ça n'a rien à voir avec l'âge ?
Oui, on peut être plus fragile du fait que musculairement, on a tendance à perdre un petit peu en force. On a tendance à perdre en force musculaire, mais on voit quand même chez des jeunes casse-cou des blessures quand même qui sont plus graves qu'une personne qui va prendre soin et qui a quand même plusieurs années de ski et qui prend soin de se préparer parce qu'elle a la sagesse de se préparer. Donc non, on dit spontanément oui qu'une personne âgée a quand même plus de risques. Mais on voit quand même des blessures plus graves chez les jeunes. Alors maintenant, il y a les blessures de la tête. Oui, elles sont plus rares. On peut les éviter en portant un casque, bien sûr. Et par contre, quand elles arrivent, elles sont très graves. Mmh. Alors, justement, moi, je sais que quand j'ai commencé le ski, personne ne portait de casque. Aujourd'hui, le casque est presque obligatoire quand on skie. Oui. Il est obligatoire et heureusement parce que quand on chute au niveau et qu'on est touché au niveau de la tête, il y a quand même des risques de fracture de la boîte crânienne, des risques d'atteinte au niveau du rachis cervical, c'est-à-dire au niveau du cou. Et là, les atteintes, elles peuvent être très graves jusqu'à des tétraplégies, paraplégies. Donc, il faut quand même être prudent, éviter d'aller s'engager dans des pistes sur lesquelles on n'est pas suffisamment préparé, y aller progressivement quand on arrive, même si on est là que pour une semaine, on prend le temps de passer par les pistes les plus faciles avant de passer aux pistes les plus difficiles et puis faire attention au niveau de la vitesse. Mais c'est pas un gadget, hein. C'est-à-dire le casque ? Ouais. Non, c'est vraiment une nécessité. Il faut le dire, oui. C'est comme les gants. Oui. Et pas seulement pour les enfants, pour les adultes aussi. Et d'ailleurs, les chutes des adultes sont bien plus graves que les chutes d'enfants. Parce que les enfants ont un centre de gravité qui est assez bas, donc du coup, ils ont beaucoup plus d'équilibre que l'adulte naturellement. D'accord. Donc pour les enfants, quelles sont les protections qu'on doit leur fournir avant d'aller skier le matin ? Alors, avant d'aller skier le matin, donc du coup, pareil, le casque est vraiment nécessaire. Éventuellement, les protections coques au niveau des genoux. Voilà. Et puis, du coup, les préparer au niveau des chaussures, que ce soit pas à l'enfant lui-même de serrer ses chaussures, bien les régler, que ce soit l'adulte qui règle les chaussures, et puis prendre soin qu'ils prennent des cours initialement, quoi. Oui, avec des vrais professeurs. Pour les adultes, qu'est-ce que vous conseillez comme protection ? Le casque. À part le casque. Casque, les bâtons, que ce soit l'enfant ou l'adulte, les bâtons sont nécessaires. Et peut-être un détail aussi, c'est peut-être les lunettes aussi, les lunettes de protection anti-UV et aussi contre la neige, parce qu'avec les chutes de neige, on a tendance à fermer un petit peu les yeux parce qu'on a la neige qui nous dérange, etc. Alors que si on met les lunettes, on est quand même plus protégé et donc on voit un petit peu plus clair. Donc les grandes lunettes, les grands masques, les casques couvrants. Voilà. On va parler un petit peu de la préparation. Donc la préparation, en général, pour aller au ski, ça se fait pas la veille pour le lendemain. Exactement, ça se prévoit au moins 1 mois et demi avant, notamment chez le kiné. On va voir son médecin, on prévient qu'on va partir au ski prochainement et puis on se prépare à y aller, et surtout si déjà on a eu une blessure dans le passé, que ce soit au dos, que ce soit une grossesse qui n'a pas été rééduquée en postpartum, que ce soit quelqu'un qui a déjà eu une blessure par le passé au niveau des genoux, de la cheville, on prend soin de se préparer. Là, vous êtes en train de prêcher pour votre paroisse, hein. Dire qu'il faut aller chez le kiné pour préparer. Alors, si c'est pas les gens le font, ouais. Oui, moi en tout cas, avec mes patients, je prépare avant de partir. Je sais chaque année qui va partir, etc. Je pose la question dès le mois de novembre et on fait un plan de préparation. Et d'ailleurs, on a de moins en moins de blessés au cabinet par rapport à ça, parce qu'on en avait marre des post-périodes de ski. Ça, en général, les gens arrivent. Et quand les gens viennent après la période de ski, on voyait vraiment des blessures assez graves. Donc, on a vraiment mis en place un plan de prévention par rapport à ça. Voilà. Après, il y a des salles de sport, on en parle à son coach sportif, dans son club, c'est tout à fait possible de se préparer seul. D'accord, avec des exercices qu'on peut faire à la maison. Oui. Donc finalement, la base de la préparation, quelle est-elle ? Alors, la base de la préparation, elle est de se renforcer surtout au niveau des membres inférieurs, au niveau des quadriceps notamment, au niveau des ischio-jambiers, donc les muscles des cuisses. Elle est de se renforcer aussi au niveau de la proprioception, de la stabilité de son corps, que ce soit au niveau des membres inférieurs, donc genoux et chevilles. Des mots, là, déjà. Qu'est-ce que j'ai employé comme mot qui est pas proprioception. C'est la stabilité du corps, en fait, la stabilité du corps, l'équilibre du corps.
Et après ça, cette stabilité aussi, elle va pouvoir se préparer aussi au niveau du tronc, c'est-à-dire par toute la ceinture abdominale et la ceinture des paravertébraux. Donc on commence par quoi ? Les membres inférieurs. Tout à l'heure, on fera des exercices. J'ai vu Maître Serran qui arrivait. Et je pense on va le mettre en cobaye. On va le mettre en situation. Et je pense que c'est important que Maître Serran puisse commencer à faire ces exercices. Exercices très simples. Des exercices, il y en a plein. Très simples. On peut faire ça, d'ailleurs, même si on ne s'est pas préparé avant, on peut faire ça quand même le matin avant d'aller sur les pistes. Prenez 5 à 10 minutes chaque matin dans votre chalet, au studio où vous êtes. Et commencez déjà par peut-être la position de la chaise. Elle est très simple. On se met debout contre un mur. On descend comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Il n'y a pas de chaise en dessous. C'est nous-mêmes la chaise. Et puis, on essaie de tenir la position 30 secondes, 1 minute, tous les jours. Voilà. Ça, c'est la première... Une fois. On fait une fois déjà. Si on fait une fois, c'est bien. Bon, voilà. Ça fait travailler quoi ? Ça va permettre de travailler les muscles des cuisses. L'étape d'après, pour que ça travaille en même temps l'équilibre, c'est de se décoller du mur et faire la même chose, faire la position de chaise sans être collé contre le mur. Donc là, on va à la fois travailler le renforcement de la cuisse et aussi travailler son équilibre. La fameuse proprioception. On peut aussi le faire en levant un pied. Donc, du coup, on est stable sur un pied, un peu comme le flamant rose. Et pareil, on tient la position 30 secondes à 1 minute. Et on fait de l'autre côté la même chose. Voilà. Il faut faire attention à quoi ? Parce que souvent, quand on fait des postures et qu'on n'a pas l'habitude, on peut se faire mal. Alors là, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avant de faire cette position de la chaise ? Alors, oui, une précaution importante notamment, c'est de bien penser à rentrer le ventre pour pouvoir plaquer le bas du dos contre le mur et pas se laisser cambrer parce que sinon on va trop crisper. On fait attention aussi à bien souffler, bien respirer et pas se mettre en apnée, surélever ses épaules. On se détend sur le haut du corps. Tout se passe au niveau du bas du corps et au niveau des abdominaux, notamment. Pour les quadriceps, donc. Ouais, quadriceps ischio. Voilà, on peut le faire même si on va pas au ski d'ailleurs. Oui. C'est bon pour tout. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un très bon exercice. Après, pour travailler aussi la stabilité du corps au niveau des abdos, on peut se mettre en position de gainage. Position de gainage, c'est-à-dire on est au sol à plat ventre, on pose ses coudes par terre, mains posées au sol. Soit on garde les genoux posés et puis on va décoller le ventre du sol et on tient la position. Alors, c'est pas clair ? Si, allez-y. Donc, on est à plat ventre au sol. Oui. On pose ses coudes par terre. D'accord. Voilà. On est dans la position coudes posés par terre, mains posées au sol. On décolle le ventre du sol. Et puis, même si les genoux sont posés, c'est très bien. On peut tenir la position. Donc, on décolle les fesses, on décolle le ventre. On tient la position plusieurs secondes. Et puis, sinon, pour ceux qui sont un petit peu plus stable, on peut décoller les genoux et à ce moment-là, on se met en position de planche et ce sont vraiment les orteils qui vont nous permettre et les coudes qui vont nous permettre de nous stabiliser. Et les abdominaux, bien sûr. À vos skis ce matin, alors Ibtissem Belmadani est avec nous, ma sœur est kinésithérapeute libérale et on a demandé à un jeune skieur de venir tester les exercices que vous préconisez aux auditeurs de Beurre FM. Il s'appelle Mourad Serran. Un grand skieur. C'est vrai, Maître Serran, vous êtes skieur ? S'il vous plaît. Je le fus. C'est vrai ? Ouais. Vous avez combien d'étoiles ? C'est Chamois d'Or, je crois, quelque chose comme ça. Ça existe toujours, ça, ou pas ? Oui. Attends, c'est vrai ? Comment ça, c'est vrai ? C'est impressionnant. Comment ça, c'est vrai ? Non, évidemment. C'est impressionnant. Chamois d'Or, Ouais, c'est vrai. j'allais au ski régulièrement quand j'avais pas d'enfants. Mais sachez qu'à partir du moment où vous avez des enfants, classe, hein. Non, disons que ça coûte plus cher. Je te le confirme. C'est-à-dire que là, il faut y aller avec toute la famille. Non, on ne dit jamais assez, les vacances au ski, ça coûte un bras quand même. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai que donc depuis que vous êtes père de famille, vous n'allez plus au ski, Maître Serran. Si, mais moins régulièrement. Non, c'est cher en famille. Hein. C'est les vacances qui coûtent les plus chères de l'année, finalement, le ski. Ouais. Bien, Maître Serran Ibtissem est en train de nous donner une série d'exercices pour nous préparer à aller sur les pistes. Et le matin, avant d'aller sur les pistes aussi, vous devez faire un certain nombre d'exercices. Donc, vous allez faire pour nos auditeurs et pour ceux qui regardent la chaîne YouTube de Beurre FM, la position de la chaise, Maître Serran. Attention, pas un truc ridicule. Ah non, vous me connaissez. Vous me connaissez. Oui, je serais incapable de vous faire un peur. truc de ridicule, Maître Serran. D'accord. Donc, position de la chaise. Alors, Ibtissem, on rappelle à Maître Serran ce qu'il faut faire. Alors, la position de la chaise, tout simplement, on se met debout, dos contre un mur.
Et on se met en position comme si on allait s'asseoir sur une chaise contre un mur. Et en fait, il n'y a pas de chaise en dessous. Et on tient la position. Ah oui, mais ça, j'ai déjà fait quand je faisais du sport. Ouais, je connais. Ah, vous connaissez C'est la base. Des heures et des heures, je tenais comme ça. Ouais. Là, on peut le faire en levant un pied, et puis ensuite en levant l'autre pied. Et puis on travaille à la fois, donc du coup, la force des cuisses et puis la stabilité. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis pas assis sur une chaise. Non. Je le fais en direct, là. Depuis tout à l'heure. Mesmer sort de ce corps. Exactement ça. Ah, mais c'est bien ce que je me disais, maître. Je voyais un peu l'éviter. Ah oui. Alors, après, on peut faire aussi des squats. C'est à peu près la même position que la chaise, sauf qu'on fait bien attention quand on descend, on plie les jambes, qu'on est debout et qu'on plie les jambes. On fait attention à ce que les genoux ne passent jamais devant les orteils pour vraiment se retrouver en bonne position. Et on fait attention à avoir le dos bien en rectitude. Voilà. Et on répète plusieurs squats, une vingtaine de squats à peu près. D'accord. Les genoux jamais devant les orteils. Ouais. Parce que sinon... Si j'ai de longs orteils. Voilà. Et on fait attention aussi... Ah, attendez, là, ça c'est important. Alors ? Mais là, ils sont très longs, là, vos orteils. Il faut vous couper les ongles, la maître Serrane. Mais s'ils sont longs, les orteils, c'est bon, ça dépassera pas. Ah, faut pas que ça dépasse. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. J'ai des tout petits orteils. Oui, voilà. C'est vrai, vous avez des petits Et pieds. puis, on fait attention aussi à ce que les genoux ne se croisent pas. Parce que justement, dans la position de ski, on a tendance à ramener les deux genoux l'un contre l'autre, alors qu'en fait, il faut garder les genoux ouverts à peu près à la même largeur que le bassin et que les pieds dans les skis. Donc voilà, on garde les genoux ouverts pour bien travailler les muscles moyens fessiers et des hanches extérieures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un squat. Un squat. Squat. S-Q-A-T. Maître Serrane, vous n'avez pas l'air de... Si, enfin, le terme technique, je le connaissais pas. Mais vous connaissez l'exercice. C'est la position du touchous quand on est en bas, à peu près. Ah oui, d'accord. Voilà, Ok. la position du touchous, le dos bien droit vers l'avant et on descend et on remonte. Par contre, on le répète plusieurs fois. Sinon, dans cette position, on peut se mettre aussi en position touchous puisque c'est ce qu'on va faire quand on va être au ski. Voilà, on se met dans la position touchous, on imagine la scène, et puis on va faire des bascules du haut du corps, droite-gauche, pour reporter le poids de corps en haut à gauche. Et pour travailler encore plus la stabilité, on peut se mettre dans la position touchous, mais sur la pointe des pieds, et pareil, on reporte son poids de corps, droite-gauche, pour travailler un petit peu comme quand on fait un virage sur une piste. Voilà, autant mettre son corps en condition. D'accord, donc ça, c'est les exercices qu'on fait aussi en préparation. Hein. Voilà, en préparation. Et puis le matin, on réveille avant d'aller sur les pistes. D'accord. Maître Serrane, ça vous parle ? Alors ça me parle, mais honnêtement, j'ai jamais fait de préparation. On fait ça un peu à la sauvage, c'est-à-dire qu'on y va directement et puis des fois, clac, il se passe un truc. Ah, Non, d'accord. mais ça, c'est vrai, bien sûr qu'il faut se préparer, mais honnêtement, ce serait pas sérieux de dire oui, je fais ça régulièrement ou mes enfants font. Non, on y va et puis. Mais c'est une très mauvaise idée que d'y aller comme ça, le corps tout froid là. Ouais, L'intérêt de se préparer, c'est quand même de réveiller son corps, de réveiller ses articulations, d'oxygéner son corps et d'apporter les nutriments qui sont nécessaires aux muscles pour préparer à l'effort, et notamment de réveiller la pompe cardio-respiratoire de notre corps pour se préparer à l'altitude, au froid et puis à l'effort intense en haute montagne. Parce que souvent, effectivement, on passe d'un endroit à un autre, d'une vie à une autre, sans transition. Exactement. Et donc, c'est ça qui est violent pour Un l'organisme. petit détail important, c'est de s'hydrater. Je ne sais pas si vous l'avez fait quand vous étiez sur les pistes, de Non, penser à pas s'hydrater spécialement. avant, pendant, après. Très Vous important. n'aviez pas une gourde, Maître Serrane? Non, mais ou un il y avait thermos de la neige, direct, moi, la neige. On pense en général à boire Ouais, quand ouais. on pense en général à boire quand on a soif, alors que il faut pas attendre d'avoir soif pour boire, et c'est pas parce qu'il fait froid qu'il n'est pas nécessaire de boire. D'autres exercices, peut-être pour Maître Serrane? Oui, le gainage, bien évidemment. Parce qu'on n'a pas travaillé le haut du corps trop. Voilà. Donc la position de gainage, j'en ai donné une tout à l'heure, c'était la position de planche, mais cette planche, elle peut varier. On peut se mettre dans la même position planche, sauf que on peut aussi se mettre sur le côté en position de planche. Donc au lieu de se mettre les deux coudes posés par terre, on va se mettre sur le côté allongé par terre, et puis on va s'appuyer sur un coude, les deux pieds l'un sur l'autre, et puis on décolle les fesses et le haut du corps. On peut le faire en répétition, monter, descendre les fesses sur le côté. On fait attention à avoir la tête dans l'axe de son corps et pas tordue à droite ou à gauche, sinon on risque de se faire mal au niveau du cou. Et puis on peut le faire tout simplement en tenant un chrono sur 30 à 1 minute, voire plus pour ceux qui le peuvent. Vous parlez du cou, il y a un truc auquel on fait jamais attention, ce sont les coups de froid. Oui, donc pensez bien sûr à bien couvrir son cou parce qu'effectivement avec la descente, on prend le vent bien plus vite et bien plus fort que quand on est statique. Est-ce qu'il faut s'étirer après une journée de ski? Parce que là, on parle d'avant, mais souvent les gens ne font rien après.
Alors, il ne faut pas s'étirer si on a fait un effort qui est trop intense. On va s'étirer, mais de manière souple. Il faut savoir que l'échauffement, c'est une forme d'étirement actif, en fait. Donc, c'est pour ça que réveiller son corps le matin et l'échauffer à l'activité physique ski ou autre activité, snowboard, etc., c'est important. Parce que finalement, on commence déjà à étirer ses muscles dans toute l'amplitude qui est permise. Et le soir, on ne va pas s'étirer comme si on faisait une séance de stretching ou de yoga. On va s'étirer, par exemple, sous la douche. Ça va être plutôt des mouvements d'assouplissement que d'étirement. Et par contre, ce qu'on peut penser à faire, c'est à se masser avec le jet d'eau chaude. Je vois que Maître Serran... Il a envie de dire quelque chose. Merci, Maître Serran, vous avez envie de dire quelque chose. Non, mais allez-y. Non, parce que j'ai vu que ça évoquait... Non, j'allais juste dire, en règle générale, après le ski, on est claqué. Alors honnêtement, c'est vrai, je ne fais pas l'ombre d'un effort, c'est plutôt sous la douche, tranquillement. Mais, voilà, pas c'est plus fonctionnel. Ouais, oui. Complètement. Ouais. C'est fatigant, une journée de ski. Mais on ne pense pas, par exemple, sous la douche, à mettre le jet en puissance forte, parce qu'en fait, le jet puissance forte va permettre de masser en même temps les muscles, en même temps que de chauffer. Voilà. Bien. Il y a le côté cardio aussi qu'il faut travailler, qu'il faut échauffer le matin. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se chauffer en cardio? Alors, tous les gestes qu'on va faire et qu'on va faire en répétition, notamment les squats, on peut les faire à un rythme assez soutenu. Ça va permettre déjà de faire travailler cette pompe cardio-respiratoire. On peut faire des petits sauts sur place, monter de genoux à la poitrine, sur place, talons-fesses, ou faire de la corde à sauter. Mais c'est pas très compliqué à avoir une corde à sauter sur soi, mais si on n'y pense pas, on imite le mouvement de corde à sauter et on le fait sur place. Sinon, tout simplement, monter de genoux poitrine ou talons-fesses, ou bien comme la position de squat, mais en sautant. Donc, on descend en squat, et puis en se relevant, en retendant les genoux, on pense à faire un petit saut, tout simplement sur place. Une dizaine, vingtaine de fois. Quand on est un peu en surpoids, la corde à sauter, c'est fatigant, non? Je sais pas. Moi, je sais pas. Pourquoi vous me regardez? Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Oui, voilà, ça vous concerne, je crois. Répondez vous-même à votre propre question. C'est pratique une corde à sauter, c'est vrai. On n'y pense pas, on n'y pense pas assez. Non, c'est vrai. Enfin, je me balade rarement avec ma corde à sauter, mais. Mais sans corde à sauter, on imite le mouvement de la corde et on y arrive aussi. C'est-à-dire que votre robe d'avocat, c'est pas gagné, Maître Serran. Non, c'est quasi impossible avec une robe d'avocat. Non. Ouais. Mais je me balade pas avec jour et nuit. Enfin, j'aimerais quand même le signaler au cas où vous auriez des doutes. Et quand je la mets, je mets rien en dessous. Je vous l'ai déjà dit, ça, non? Non, je sais pas, on avait déjà parlé. Non. On avait fait une émission sur ça. Non. J'avais dit qu'on n'en parlait pas. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça, Comment ça, c'est vrai ça? C'est-à-dire que vous faites ce que vous venez de dire, là. Non, je suis habillé. Bon, vous me rassurez. Il y en a qui vont aller spécialement vérifier. Ah oui, c'est ça, oui. Non, parce qu'au palais, à Bobigny, Maître Serran, vous avez... Non, je suis habillé. On va avoir des... C'est vrai. On va voir. D'autres conseils à nous donner, Ibtissem, avant de partir? Oui, alors avant de partir, donc pensez à être prudent, pensez à être progressif, n'allez pas sur les pistes les plus difficiles dès les premiers jours. Et pour ceux qui sont vraiment novices en ski, prenez des cours et puis prenez le temps de vous y mettre progressivement. Même si vous n'êtes pas préparé, c'est pas très grave. Pensez juste le matin au réveil, un minimum réveiller votre corps. Et si vraiment tout ce que je vous ai expliqué comme exercice ne vous convient pas, tout simplement, allez faire une petite marche de 15 minutes dans la neige. Ce sera déjà pas mal pour se mettre en action et se préparer à être sur les pistes. Voilà. Mais c'est ça la base, c'est qu'on ne démarre pas une journée à froid. Voilà. Ça, il faut vraiment le comprendre. Exactement, c'est le plus important. Et c'est vrai pour tout. Maître Serran, je sais que vous avez été très inspiré par une des vidéos qu'Ibtissem avait fait un jour. Est-ce que si vous avez des questions à lui poser, profitez-en. Sur cette vidéo? Oui, sur cette vidéo, oui. Non, mais j'utilise sa méthode et puis... Ah oui, tout est clair. Ouais. C'est extraordinaire. Même quand j'ai pas envie, j'ai envie. Qu'est-ce que tu voulais rajouter à ça? Non, mais c'est bien. C'est vrai que Maître Serran, je sais que vous étiez un grand fan d'Ibtissem et j'étais très, très content de vous réunir. Le but, c'était de ne pas pousser. Oui, c'était ça. Voilà. Ne pas pousser. Bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Donc, vous réécoutez l'émission sur beurrefm.net. Vous avez les podcasts. Et puis, sur la chaîne YouTube également, vous pouvez revoir cette émission. Maître Serran, on vous retrouve tous les vendredis sur Beurre FM. Avec grand plaisir. Voilà, où vous répondez aux questions des auditeurs de Beurre FM entre 9h et 10h. Ibtissem Belmadani. À bientôt. Merci, au plaisir. Et très bon week-end sur Beurre FM.